Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Moi, Pierre Nkurunziza, président de la République. Dans l'actualité ce soir, Pierre Nkurunziza n'est plus de ce monde. Le président burundais est décédé ce lundi à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Qui était-il? Portrait et analyse dans un instant. Ici aux États-Unis, funérailles à Houston de George Floyd, ce noir américain de 46 ans, tué par un policier blanc. Ce dernier a comparu pour la première fois hier. Et puis, nous irons au Togo où les populations respirent un air de liberté depuis ce mardi. Certaines mesures de restriction relatives au Covid-19 ont été levées. C'est ce que nous verrons avec notre correspondante sur place. Une fois encore, bonsoir. Le président burundais Pierre Nkurunziza est donc, on le disait en titre ce lundi, mort ce lundi à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi suite à un arrêt cardiaque, selon un communiqué du gouvernement qui a décrété une semaine de deuil national. Le chef de l'État avait passé l'après-midi du samedi à assister à un match de volley-ball en Ngozi, dans le nord du Burundi. Dans la nuit, il a senti un malaise et s'est rendu à l'hôpital Karuzi dans l'Est pour se faire soigner. Il y a été hospitalisé. Dimanche, son état de santé s'était amélioré. Il s'était même entretenu avec des personnes qui étaient à ses côtés. Hier, dans l'après-midi, son état de santé s'est brusquement aggravé, indique la présidence, ce qui a entraîné sa mort des suites d'un arrêt cardiaque. Qui était Pierre Nkurunziza et quel a été son impact sur l'histoire récente du Burundi? Blanche Sanou nous dresse le portrait de l'ancien chef rebelle devenu président de son pays. Né le 18 décembre 1963 à Bujumbura, Pierre Nkurunziza est diplômé en éducation et sport de l'Université du Burundi en 1990 et y travaille comme enseignant de gymnastique à partir de 1991. Marié en 1994, il est père de 4 garçons et une fille. Après les massacres interethniques de mai 1995, il rejoint la rébellion des Forces de défense de la démocratie FDD, créée 2 ans plus tôt suite à l'assassinat du président Hutu Melchior Ndadaye. En 1998, il devient le sous-secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie, aile politique des FDD, avant d'être élu président du parti en 2001 et réélu en 2004. Nkurunziza est l'un des signataires de l'accord de paix d'Arusha marquant la fin de la guerre civile en 2000. En novembre 2003, le CNDD-FDD signe un accord avec le gouvernement Tutsi pour ouvrir une période de transition politique. Évangélique qui croyait avoir été choisi par Dieu pour diriger la nation d'Afrique de l'Est, Nkurunziza est arrivé au pouvoir en juillet 2005 après que son parti CNDD-FDD eut remporté les élections législatives. Sa candidature controversée est finalement couronnée de succès pour un 3e mandat en 2015 a plongé le pays dans la crise. La violence a fait au moins 1200 morts, déplacé des centaines de milliers de personnes. Sa mort survient dans la foulée des élections du 20 mai dernier qui ont donné à son candidat, le général Évariste Ndayishimiye, un mandat de 7 ans à la présidence, résultat confirmé par la Cour constitutionnelle jeudi dernier. Ndayishimiye devait prêter serment en août. Il a indiqué que le pays observerait 7 jours de deuil en hommage au défunt président Pierre Nkurunziza. La mort de Pierre Nkurunziza a bien sûr suscité de nombreuses réactions à travers le monde. Parmi elles, celle de Bernard Buzokoza, ancien vice-président du Burundi, que nous avons joint au téléphone. C'est vraiment une triste nouvelle qui nous frappe tous. Personne ne s'y attendait et nous adressons nos condoléances attristées à toute la famille éprouvée, a-t-il confié. Réaction également d'Ismaël Diallo, ancien directeur de la division des droits de l'homme de l'ONU au Burundi. Il a été joint pour une analyse par Arzuma Compaoré. Ce que beaucoup retiennent, et surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est le pouvoir personnel. C'est une sorte de dictature et d'omerta. C'est ce qu'on pourrait appeler des escadrons de la mort également.
Alors, voilà un autre exemple de la prétention des hommes et de la vanité des hommes. Il avait des projets, tout le monde a des projets, et il n'aurait jamais fini ses projets, même s'il le présidait ce pays pendant 50 ans. Il ne finirait jamais ses projets. Alors il faut simplement savoir faire le maximum que l'on peut faire en bien et pour tout le monde et attendre son heure sans penser qu'on est indispensable. Qu'est-ce que sa mort subite va entraîner comme conséquence sur l'univers politique au Burundi? Espérons qu'il y ait de l'intelligence pour qu'il n'y ait pas de querelle interne et qu'il n'y ait pas de déstabilisation. Espérons que le nouveau président, puisse lui-même apporter beaucoup d'intelligence dans la gestion du pays et dans la gestion aussi du carteron des généraux au pouvoir. Mais si eux-mêmes aussi prennent la leçon de savoir que chacun partira, je crois peut-être que cela apaiserait la tension qui persiste au Burundi. Qu'il y ait plus de liberté, plus d'action de la société civile, surtout des organisations des droits de l'homme, qu'il y ait plus de justice et que les Burundais, à tous les niveaux, se détournent de ce concept stupide d'ethnicisme ou d'ethnicité. Eux qui ont la chance au Burundi d'avoir une seule langue et d'avoir les mêmes us et coutumes, ce qui n'est pas le cas dans mon pays, par exemple, au Burkina, où nous avons une soixantaine d'ethnies et autant de langues. Alors, ils ont une chance de se ressaisir et de faire du Burundi un endroit où il fait bon vivre. Également dans l'actualité, ici aux États-Unis, famille et amis proches de George Floyd se sont réunis ce mardi à Houston pour ses funérailles, 2 semaines après sa mort suite à une interpellation, j'y parviens, par la police de Minneapolis. Les funérailles privées à Houston, où Floyd a grandi, ont eu pour cadre l'église Fountain of Prayers, fontaine de louanges, un service retransmis en direct par plusieurs chaînes de télévision. VOA Afrique était de la partie. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Philippe Crowther. Houston était la dernière opportunité pour le public de saluer la mémoire de George Floyd. Ce lundi, son cercueil doré a attiré des milliers de personnes en deuil dans cette église de la ville où il a grandi. Sa mort, il y a 2 semaines, continue d'alimenter les manifestations aux États-Unis et au-delà à cause de l'injustice raciale. Les services commémoratifs ici à Houston ont attiré les familles des victimes noires dans d'autres meurtres de haut niveau dont les noms sont restés dans l'histoire des États-Unis, notamment Eric Garner, Michael Brown, Ahmaud Arbery et Trayvon Martin. Les personnes en deuil portaient des t-shirts avec l'image de Floyd ou le texte « Je ne peux pas respirer », les mots que Floyd a utilisés à plusieurs reprises alors qu'un policier de Minneapolis le clouait au sol. Beaucoup ont attendu des heures pour rendre leur hommage. Certains avaient rencontré Floyd dans le quartier pauvre où il a grandi et d'autres ont voyagé pendant des heures où sont arrivés d'autres États. Les personnes en deuil devaient porter des masques pour éviter la contagion au coronavirus et se tenaient à 2 mètres de distance. L'ancien vice-président Joe Biden a rencontré lundi la famille de Floyd. Biden a tourné une vidéo pour les funérailles ici ce mardi. Des services commémoratifs antérieurs ont eu lieu à Minneapolis et en Caroline du Nord, près du lieu de naissance de George Floyd. Philip Crowther pour VOA Afrique à Houston. Ajoutons qu'à Minneapolis, le policier Derek Chauvin, devenu à travers le monde le visage des brutalités policières depuis la mort de George Floyd, est apparu dans une tenue orange de prisonnier pour une audience de procédure organisée par vidéo depuis la prison de haute sécurité dans laquelle il est détenu. Lors de cette première comparution, le juge Janine Redding a fixé à $1 million la caution libératoire de l'ancien agent de 44 ans assortie de certaines conditions. La date de la prochaine audience a été fixée au 29 juin. Derek Chauvin avait été dans un premier temps inculpé d'homicide involontaire, mais les faits ont été requalifiés en meurtre non prémédité, un chef passible de 40 années de réclusion.
Plusieurs pays dans le monde continuent de s'indigner contre les brutalités policières à l'égard des minorités et exiger aussi la fin d'un système qui maintient ces dernières, notamment les Afro-Américains, dans la précarité sur les plans social, économique, sanitaire et éducatif. Au Sénégal, la majorité du président Macky Sall a formulé ce mardi un message de condamnation de la mort de George Floyd. Je vous propose de suivre la réaction de Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, au micro d'Arzouma Compaoré. Tout ce qu'on fait aux Afro-Américains, c'est à l'Afrique qu'on le fait aux Africains. La rue africaine devait bouger, nous montrer notre solidarité, notre compassion dans les actions concrètes. Et si les Noirs américains, les Africains américains sont dans une meilleure posture, ils peuvent investir en Afrique, ils peuvent apporter leurs connaissances intellectuelles, scientifiques et technologiques. Ils peuvent eux aussi s'adosser sur une belle image du continent africain pour changer leur destin. Donc véritablement tout est lié et moi je trouve que ça nous affaiblit quand en Afrique nous parlons un certain langage contre les afrodescendants des États-Unis, des Caraïbes ou du Brésil. Ceux qui nous oppriment sont extrêmement intelligents, ils mettent le poison en notre sein et ils nous laissent nous battre les uns contre les autres. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes chez nous que nous ne devons pas aspirer à l'universel. Le sens de l'universel, c'est que quand on massacre les Rohingyas en Birmanie, que ça nous fasse mal parce que nous sommes des êtres humains. Ici au Sénégal, le gouvernement, la majorité en tout cas présidentielle, je crois que c'est une première en Afrique, a sorti une déclaration très forte de soutien à la communauté afro-américaine et au soutien à la famille de George Floyd, a déploré, a exigé des réformes dans le système politique américain, le système économique américain, le système institutionnel américain, pour que les Noirs puissent bénéficier de protection comme tout le monde. On a l'impression que les Africains ici aux États-Unis ont un traitement un peu différent et ce qui crée souvent aussi des tensions vis-à-vis des Noirs américains. Vous avez eu ce sens-là? Vous avez parfaitement raison de le dire. C'est un phénomène qui existe. Maintenant, c'est aux Africains d'être intelligents, d'être très sensibles aux valeurs du panafricanisme et de savoir que ces Africains américains, comme les Du Bois, comme les Africains caribéens comme Marcus Garvey, comme les Africains caribéens comme Pat Moore, comme Sylvester Williams, c'est eux qui nous ont donné le panafricanisme. C'est eux qui ont déclenché pratiquement le combat qui a mené à la décolonisation de l'Afrique. Et ils nous ont supplié de nous unir, on ne les a pas écoutés. Kwame Nkrumah les a écoutés. Beaucoup d'autres leaders africains ne les ont pas écoutés. C'est pour ça que l'Afrique est aujourd'hui dans l'impasse. Moi, en tout cas, je les porte dans le cœur. Je les aime comme des frères, comme des sœurs, et j'ai beaucoup de respect pour eux. Et je souhaite de tout cœur qu'il y ait une réunification symbolique du peuple africain, dans sa composante afrodescendante, comme dans sa composante d'Africains qui vivent dans le continent. Pandémie de coronavirus et cette mise en garde du patron de l'Organisation mondiale de la santé à propos du Covid-19, si la situation s'améliore en Europe, elle s'aggrave ailleurs dans le monde. Le nouveau coronavirus a fait plus de 406 000 morts sur un total de plus de 7 millions de contaminations. Après New York, Moscou a entamé ce mardi son déconfinement, confortant une réouverture en marche dans de nombreux pays. Mais le port du masque y sera obligatoire dans les lieux fermés. Le masque restera aussi obligatoire en Espagne jusqu'à ce que le nouveau coronavirus soit définitivement vaincu, a annoncé le ministre espagnol de la Santé. À partir de ce mardi, les Togolais retrouvent leur liberté de mouvement. Ils peuvent se déplacer sur tout le territoire à leur convenance, de jour comme de nuit. C'est une décision rendue publique par le gouvernement ce lundi. Reportage à Lomé de notre correspondante, Kayi Laosan. Les Togolais peuvent reprendre une vie presque normale sans grandes restrictions. Le gouvernement a décidé de lever à partir de ce mardi 9 juin le couvre-feu et les bouclages de certaines villes dans Lomé. De ce fait, la circulation interurbaine reprend dans tout le pays. Une mesure saluée avec quelques inquiétudes. Une fois qu'ils ont pu trouver une solution pour qu'on puisse au moins faire ces voyages pour pouvoir évacuer nos occupations, c'est un grand merci ou bien c'est une grande joie pour nous. Mais le problème est qu'il y a aussi beaucoup de choses, on ne sait pas
ils auront autres mesures à prendre pour que ces voyages au cours de ces déplacements-là, pour qu'on ne contacte plus ces maladies. Le lever du couvre-feu, c'est une bonne chose pour nous parce qu'il y a des activités qui ne se font que la nuit. Donc maintenant qu'actuellement tout est levé, ceux qui seront malades la nuit peuvent facilement aller à l'hôpital. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que les mesures doivent être sérieusement appliquées pour éviter au moins la contamination. L'assouplissement des mesures prises pour contenir la maladie ne signifie pas la fin de la pandémie de Covid-19 sur le sol togolais, martèle le gouvernement. Ainsi, il exhorte au respect des gestes barrières tout en rendant obligatoire le port de masque. Le masque est important parce que ça se partage par les voies. C'est pas encore fini, donc il faut qu'on se prépare pour bloquer quand même et puis on vit avec. Sida est venu, on a fini avec ça et quoi, Corona. Notons que certaines mesures, dont la fermeture des frontières terrestres et aériennes, ainsi que celles des écoles, universités, églises, mosquées et lieux de culte, restent toujours en vigueur. Kailoson pour VOA Afrique, Lomé. En Afrique du Sud, les écoles ont rouvert cette semaine après plus de 9 semaines de fermeture pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Par mesure de prudence, la reprise va être progressive. Cette décision de relancer les activités scolaires a suscité des sentiments mitigés, surtout que des doutes persistent sur l'évolution de la maladie. Reportage à Johannesburg d'Anita Powell, le récit est de Mohamed Oumfa. Les écoles ont rouvert leurs portes en Afrique du Sud, mais la nouvelle rentrée des classes n'a rien de commun avec les précédentes. Cette réouverture survient après plus de 9 semaines de congés forcés imposés par les autorités pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Sur décision de la ministre de l'Éducation de base, Andy Mocheka, la reprise qui était prévue le 1er juin a été reportée d'1 semaine. Une période d'attente supplémentaire qui n'a rien enlevé à l'enthousiasme de nombreux enseignants. La place d'un enseignant, c'est dans une salle de classe. Je suis contente d'y retourner. Notre école a été désinfectée, toutes les précautions ont été prises. Dans les écoles publiques comme la sienne, les classes reprennent d'abord pour les élèves de 7e et 12e année, le temps de voir comment évolue la situation. Mais, selon certains experts, il ne faut pas trop se faire du souci pour les élèves. Pour l'essentiel, ils ont encore des systèmes respiratoires en pleine maturation qui ne sont pas propices pour le nouveau coronavirus. De ce fait, ils propagent difficilement le Covid-19. Chez la plupart des jeunes et des enfants, la maladie est asymptomatique ou légère. Ils n'ont donc généralement pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais il faut aussi faire attention aux très jeunes enfants qui ne vont pas à l'école et ceux qui ont d'autres maladies qui peuvent les exposer à un risque plus élevé de contracter le Covid-19. Pour d'autres experts, il faut tout de même se préparer à quelques difficultés. Ce serait une erreur de penser que tout le système fonctionnera bien dans chaque école. Il y aura des défis inévitables liés à l'apprentissage. Il est possible que l'on enregistre des épidémies dans des écoles spécifiques. Donc ce serait une erreur de croire que, une fois les écoles rouvertes, les choses vont se passer comme d'habitude. Cette rentrée des classes est un vrai défi pour l'Afrique du Sud, pays le plus touché en Afrique avec au moins 50 000 cas confirmés et plus de 1000 morts de Covid-19. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Comme tous les mardis, nous retrouvons Eric Manirakiza pour la chronique de l'économie au Maroc. La survie de l'artisanat est à la croisée des chemins et les États-Unis sont entrés en récession en février après 128 mois d'expansion. Suivant. Des artisans marocains craignent un coup de poing à cause du Covid-19. Ils sont privés de revenus depuis près de 3 mois. Au complexe d'artisanat de Loudia à Salé, près de la capitale Rabat, des poteries, des vanneries et des meubles en fer forgé s'entassent dans les étals désertés. Les touristes étrangers ont disparu. Le confinement a paralysé la vie économique et les clients locaux ont d'autres priorités. Les affaires ont été affectées à 200% selon un des artisans, estimant qu'il faudrait au moins 2 ou 3 ans pour revenir à la normale. La crise n'est pas finie et notre situation va s'aggraver. Il n'y a pas de clients qui achètent nos produits, pas d'acheteurs, car les bazars sont fermés. La crise va durer encore plus longtemps et pour nous, elle ne passera pas avant 1 an. L'État doit aider ces femmes. Nous devons recourir au marketing via Internet car nous sommes maintenant obligés de vendre à distance. Le client ne peut pas voyager pour venir ici, voir et acheter. Nous devons donc effectuer des livraisons tout en restant à la maison. La seule chose qui fait avancer le travail artisanal, c'est la demande. Donc quand il y a une demande, le métier avance et innove. En revanche, si ce n'est pas le cas, la situation ne pourra pas changer. Le Maroc compte environ 230 000 artisans traditionnels. L'artisanat représente environ 7% du produit intérieur brut, avec un chiffre d'affaires à l'exportation l'an dernier de près de 100 millions de dollars. Malgré leur rôle dans l'économie, les artisans travaillent sans couverture sociale et avec un réseau de distribution limité. Avant de nous quitter, nous revenons à Washington. La plus longue expansion économique de l'histoire des États-Unis a brutalement pris fin en février. Il s'agit de la conséquence de la pandémie de Covid-19, dit le Bureau national de recherche économique. Cet apogée marque la fin de l'expansion qui a commencé en juin 2009 et le début d'une récession. La croissance aura ainsi duré 128 mois, soit près de 11 ans. La pandémie qui s'est propagée aux États-Unis en début d'année a mis à genoux la première économie du monde. Des pans entiers de l'économie, en particulier le transport, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, ainsi que le secteur des loisirs, ont alors été mis à l'arrêt. Une partie de la production manufacturière a en outre été tout simplement arrêtée. Conséquence directe, en 2 mois et demi, 43 millions d'Américains se sont inscrits au chômage. Néanmoins, la première économie du monde a montré en mai quelques signes de reprise à la faveur de la réouverture partielle d'une partie des États fédérés. L'économie a aussi bénéficié d'un vaste plan de soutien de l'État qui a consenti à 3 000 milliards de dollars d'aide aux entreprises et aux particuliers. Des milliers de milliards de dollars supplémentaires ont également été injectés sous forme de liquidités octroyées par la Banque centrale américaine. L'administration Trump est aussi convaincue que le rebond en fin d'année va être particulièrement soutenu. Et on se détend un tout petit peu pour clore ce journal et nous allons à l'hôpital Kenyatta où les infirmiers se sont mis à la Zumba. Cette danse dynamique est un excellent exutoire pour le personnel soignant aux premières lignes de la lutte contre le nouveau coronavirus. Bouger au rythme de la Zumba les aide à mieux gérer les stress accumulés à l'unité des maladies infectieuses de l'hôpital national. Plus de détails avec Dili Diko. Des infirmières, mais aussi des infirmiers, des sages-femmes et d'autres travailleurs de la santé se lâchent lors d'un cours de Zumba. Le personnel soignant de l'unité d'infectiologie de l'hôpital Mbagati, une branche de l'immense hôpital Kenyatta, s'adonne avec plaisir à ces cours de danse organisés par le Conseil des infirmiers du Kenya. C'est un véritable répit, en particulier pour ceux et celles travaillant directement avec les patients atteints de Covid-19. Écoutons Liliane Bouri, infirmière à l'hôpital Mbagati de Nairobi.
Je me sens tellement détendue. C'est quelque chose dont nous avons besoin, au moins une fois par semaine, voire 2, si possible, juste pour relâcher toute cette tension, prendre de l'air frais avant de revenir vers les patients. Plus de 5000 travailleurs de la santé ont été recrutés par les autorités kenyanes dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le personnel soignant regrette le manque d'équipements de protection et nombre d'entre eux doivent faire face à de très longues heures de travail, à un stress mental accru et dans certains cas, des personnes du corps médical se retrouvent rejetées par leur communauté, craignant d'être infectées par la maladie. Zedi Komen est infirmière en chef à l'hôpital Mbagati de Nairobi. Parfois, on se perd dans ce travail, mais des activités comme la Zumba nous aident à nous libérer l'esprit, à vivre et à ressentir à nouveau. La Zumba est donc quelque chose que je recommanderais à toute personne stressée, surtout aux personnes travaillant aux premières lignes de la riposte. Grâce à cette séance de Zumba, le personnel soignant de l'hôpital Kenyatta arrive à évacuer les soucis et les peines du travail pour repartir plus fort et revigoré, aider les malades et combattre le coronavirus. Et c'est avec ces pas de Zumba que nous mettons fin à ce journal toujours réalisé dans les conditions de confinement. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et surtout, passez une excellente soirée. Chibwana chimalata, chibwana chimalata, ungakhala pabwino, oyipa pamayitana. Chibwana chimalata, ukakhala pantchito, ulova umakodola. Chibwana chimalata, ukakhala pabanja, umbeta umayitana. مثلا